Donc, je vous emmène dans le pays des microbes. Et vraiment, j'aimerais bien avoir comme message aujourd'hui de dire qu'il y a beaucoup d'amis que d'ennemis. Avec des microscopes, on peut quand même voir les choses. Donc, ce que vous pouvez voir avec l'œil, ce sont éventuellement des cellules d'organismes supérieurs. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire eucaryote. Mais grâce au microscope optique ou au microscope électronique, on est capable de voir les bactéries, les virus, et ça va être vraiment le cœur de la conférence d'aujourd'hui. Donc vraiment, aujourd'hui, on parle des choses qu'on ne connaît pas. Alors aujourd'hui, j'ai une conférence qui est quand même construite, c'est-à-dire que j'aimerais vous dire d'abord c'est quoi un microbe, et je vous parlerai du monde du vivant avec les trois grandes catégories, et je vous présenterai le fait que les virus doivent être classés à part. Je vous parlerai de ce qu'on appelle la sociomicrobiologie, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer que les microbes vivent en assemblée, qu'ils ont une vie sociale, que ces assemblées s'appellent des microbiotes, et qu'à l'intérieur de ces microbiotes, les bactéries et les autres micro-organismes communiquent et s'envoient des signaux dont je vous parlerai. Et je voudrais surtout que vous ayez à l'esprit, c'est qu'il y a des microbiotes humains, animaux, des microbiotes dans le sol, dans les océans, et tout ça, c'est pour vous dire que je ne vais pas être cantonnée au microbiote intestinal. J'évoquerai le fait que les microbes, depuis des millénaires, ont été utilisés en alimentation pour faire du pain, du vin, des yaourts, etc. En fait, on partira ensuite dans l'environnement. Les bactéries sont apparues il y a 3,4 milliards d'années, donc je commenterai tout ça. Et je terminerai par une partie sur les bactéries pathogènes. Donc, d'où vient le mot microbe? Eh bien, le mot microbe, il fut proposé à la fin du XIXe siècle, donc au moment de Pasteur et de Claude Bernard. Il a été proposé par un médecin, un chirurgien qui s'appelait Sédillot et qui a proposé le mot microbe. Et Pasteur, Corr, ont tout de suite adopté ce mot parce qu'eux-mêmes adoptaient différents mots. Ils disaient des animalcules, ils disaient des viroïdes, ils disaient des petits organismes, etc. Mais le mot microbe a été adopté, notamment par Pasteur et Corr, qui, à l'époque, isolaient des microbes qui étaient responsables d'une maladie qu'ils étudiaient. Ils étudiaient le choléra, ils essayaient de comprendre quel était le microbe responsable du choléra. Ils étudiaient la tuberculose, ils essayaient de comprendre quel était le microbe. Donc, ils étaient donc en train de commencer à mettre au point des moyens pour lutter contre ces maladies. Alors, parlons du monde du vivant. Cette diapo, vous allez la voir souvent, parce que moi, je trouve que c'est la base de tout. Donc, il faut savoir que le monde du vivant est partagé en trois grands groupes. Vous avez les bactéries, les archées et les eucaryotes. Alors, les bactéries et les archées, ce sont des prokaryotes, c'est-à-dire que ce sont des organismes unicellulaires, une seule cellule, et pas de noyau. D'accord? Donc, les bactéries n'ont pas de noyau, les archées n'ont pas de noyau, et elles sont toutes unicellulaires. Pensez, un petit sac. On est d'accord jusque-là? Les eucaryotes, ce sont des organismes qui ont un noyau. Mais dans les eucaryotes, il y en a qui sont unicellulaires et il y en a qui sont multicellulaires. Nous, les hommes, les animaux, les plantes, nous sommes multicellulaires. Les eucaryotes unicellulaires, c'est essentiellement des levures, des microalgues, des protozoaires. Et tous ces organismes-là ont un noyau. Donc cette diapo, il faut que vous l'ayez bien en tête, d'accord? Parce que c'est le monde du vivant. C'est tout des microbes, des micro-organismes. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, j'aime pas le mot microbe, j'aime mieux le mot micro-organisme. J'aime pas le mot microbe parce qu'il a une connotation maladie, une connotation pathogène, une connotation négative. Alors que tout ça, ce sont des micro-organismes. Enfin, ce sont des micro-organismes quand on pense aux unicellulaires, mais les multicellulaires, ce ne sont pas des micro-organismes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bactérie? Eh bien, une bactérie, c'est une cellule unique, comme je vous ai dit, et c'est un micro-organisme qui se nourrit, donc qui prend des nutriments dans l'environnement, qui grandit, qui se divise en donnant naissance à deux bactéries filles, pour la plupart, identiques à la bactérie du début. Alors une bactérie, elle a une paroi, hein, elle a une membrane et une paroi. Ensuite, il y a quelquefois des petits poils, pas toujours, qui lui permettent de se coller sur une surface ou de coller ses voisines. Et puis, il peut y avoir un flagelle qui lui permet de nager.
Mais surtout, il y a ce composé rose qui est ici et qui est son ADN. C'est son matériel génétique qui fait que quand vous allez avoir une bactérie qui va donner 2 bactéries, chaque bactérie va être identique et on aura dans chaque bactérie la même chose, exactement, le même composant qui est son ADN. Donc, je vais vous montrer des bactéries qui se divisent. Voilà, maintenant, on a des outils pour regarder des bactéries qui se divisent. Alors, évidemment, là, c'est un peu accéléré, hein, et puis on a mis des petits marqueurs fluorescents à l'intérieur. Mais sachez qu'on est à l'heure actuelle à une période où c'est extraordinaire. On peut regarder les bactéries qui se divisent et voir si elles se divisent mal, etc. Alors, j'ai mis des chiffres pour vous dire que toutes les bactéries ne se divisent pas à la même vitesse. Les colibacilles, Escherichia coli, se divisent en général, si on lui donne bien un milieu bien nutritif, en 30 minutes. Une bactérie donne 2 bactéries en 30 minutes. Mais le bacille de corps, Mycobacterium tuberculosis, celui qui vous donne la bactérie, une bactérie donne 2 bactéries en 19 heures. Et la lèpre, Mycobacterium lépré, en 19 jours. Donc vous imaginez qu'il y a toute une variété de bactéries qui se comportent de façon différente. Donc il y a un monde dans ce monde invisible du vivant qui est très divers, très diversifié. En plus, toutes ces bactéries, elles ont des formes différentes. Alors vous en avez qu'on appelle des coques, vous avez des staphylocoques, vous avez des streptocoques, vous voyez, c'est rond. Ensuite, vous avez des bacilles. D'ailleurs, le mot bactérie, ça vient de quoi? Originellement, l'étymologie, ça veut dire bâtonnet. Donc le colibacille, c'est un petit bâtonnet, Bacillus anthracis, vous voyez. Ensuite, il y en avait qui ont une forme de virgule, le choléra. Il y en a qui ont un peu des formes spiralées, comme par exemple Helicobacter pylori, Treponema. Il y en a qui sont un peu plus longues, et puis il y en a qui forment un peu des structures qui vont un petit peu dans l'espace, comme Streptomyces. Donc, vous voyez, grande diversité de formes. Donc je reviens au monde du vivant. Vous avez donc maintenant les bactéries, vous les connaissez, les archées qui sont quand même un petit peu plus compliquées que les bactéries, elles n'ont pas exactement les mêmes composants, elles ressemblent un peu plus aux eucaryotes, mais elles sont unicellulaires quand même. Et puis, vous vous souvenez que dans le monde des eucaryotes, je vous ai dit, il y en a qui sont unicellulaires, il y en a qui sont multicellulaires. Eh bien, dans les unicellulaires, donc ces eucaryotes unicellulaires, vous avez des parasites. Par exemple, le parasite qui est responsable du palu, de la malaria. Donc, vous le voyez ici, Plasmodium falciparum, qui arrive, vous le savez, dans votre organisme à cause de moustiques qui prennent leur repas sanguin sur un homme et puis qui vont disperser cet horrible petit plasmodium. Je crois que vous avez tous entendu parler des blobs. Le blob que vous pouvez aller voir pas au jardin d'acclimatation, au jardin de Vincennes, le blob qui est parti dans l'espace avec notre fameux cosmonaute. Donc ça, c'est un blob, c'est un peu une amibe, si vous voulez, où vous avez à l'intérieur des tas de noyaux qui sont capables de se multiplier. Et les virus, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà dit, mais elles ne parlent pas de virus. Eh bien, les virus, c'est vraiment quelque chose à part. On ne peut pas les mettre dans le monde du vivant. Les virus, ce sont des microbes. Je sais, vous avez attrapé un microbe, vous avez attrapé un virus. C'est pour ça que j'aime pas le mot microbe. Mais ce ne sont pas des organismes vivants. Les virus, ils ne se nourrissent pas, ils ne grandissent pas, ils ne se divisent pas. Les virus, ils ne se multiplient que s'ils sont rentrés dans une cellule, c'est-à-dire dans un autre organisme. Donc ce ne sont pas des micro-organismes vivants, mais comme ils sont responsables de maladies, comme certaines bactéries ou certains protistes, l'habitude les a classés dans la grande famille des microbes. Donc là, vous avez celui que vous connaissez tous, le coronavirus, mais vous en avez d'autres que vous connaissez bien, le virus de la grippe que vous voyez ici, ou ici vous avez le virus Ebola. Sachez que vous ne trouverez pas un virus de grippe qui aura une autre forme que ça. Le corona, il a toujours cette forme-là. Il arrive sur une cellule, et puis à l'intérieur, son matériel génétique va un peu paralyser toute la cellule et faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup de virus qui se multiplient. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'on a le monde du vivant, et puis on a le monde des virus qui ne sont pas des organismes réellement des organismes vivants. Mais ces virus, ils sont capables d'attaquer tous ces organismes-là. On a des virus de bactéries,
Donc il y a des virus qui peuvent tuer les bactéries. On a des virus qui peuvent tuer les hommes, qui peuvent tuer les plantes, qui peuvent tuer les animaux. Et donc c'est vraiment incroyable. Donc vous avez ici par exemple des virus qui attaquent une bactérie. Vous voyez tous ces petits virus qui attaquent une bactérie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter leur matériel qui est ici dans la bactérie, et puis ce matériel-là va faire que la bactérie va être paralysée, va être capable de produire d'autres virus. Là, c'est le virus, donc le corona, qui est en train d'infecter des cellules bronchiques humaines. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. Bon, ça a été fait en laboratoire. Il n'y en a certainement pas autant quand on a une infection. Enfin, c'est pour vous montrer que les virus sont capables d'être visualisés aussi par des microscopes quand ils affectent des cellules. Donc voilà, c'était ma première partie. J'espère que vous avez tous compris qu'il y avait 3 grandes catégories dans le monde du vivant et qu'à part, on a les virus et que les virus sont capables d'aller attaquer ces 3 grandes catégories. Donc maintenant, je vais vous parler de socio-microbiologie, c'est-à-dire des assemblées de micro-organismes. Alors, si vous prenez une seule bactérie comme celle-ci, bon, elle est toute seule, on lui donne du milieu bien riche, elle se multiplie, et puis s'il y a une surface, la bactérie vient se coller sur la surface, et puis elle se divise, et puis elle se met à produire des composés qui vont faire que toutes les bactéries vont être englobées dans une sorte de coque. Et puis la coque va, disons que ça va grandir, elles vont être là, elles vont être toutes ensemble, et puis ce biofilm, puisqu'on appelle ça un biofilm, peut augmenter. Et donc on a là une petite colonie, si vous voulez, de bactéries, et puis il peut y avoir d'autres différents scénarios qui arrivent. Soit il y en a une qui va se détacher et aller faire un biofilm ailleurs, soit elles vont éventuellement attirer d'autres micro-organismes et former un biofilm qui sera mixte. Eh bien, des biofilms comme ça, vous n'en rendez pas compte, mais vous en connaissez. Bon, là, je vous montre un biofilm d'Escherichia coli, mais si je vous montre ça, ça vous évoque un peu plus. Les gens qui se lavent mal les dents, ça fait des biofilms sur vos dents, vous voyez, et après, ça vous fait des caries. Vous pouvez avoir des biofilms qui se forment, par exemple, si vous avez des implants sur les hanches ou ailleurs, vous pouvez avoir des bactéries qui viennent et qui font des biofilms. Je pense que vous avez tous imaginé s'il y avait une sorte de coque autour de ces biofilms, eh bien, c'est difficile d'aller à l'intérieur et de lutter contre ces bactéries. Et donc, ces bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques ou aux antiseptiques. Vous pouvez avoir le poumon d'un patient atteint de mucoviscidose, mais vous avez aussi dans les tuyaux d'égout, vous avez des choses qui restent là, des biofilms sur une surface récheuse, etc. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une salmonelle ou une listeria qui peut se coller sur, par exemple, une grande citerne où il y a du lait. D'accord? Donc ça forme un biofilm. Alors vous arrivez avec votre brosse, vous allez vouloir brosser, vous dites ça y est, c'est propre. S'il reste un tout petit peu du biofilm, bon, bah, c'est pas grave, on met du lait dedans, on fait du fromage, etc. Mais il peut arriver un événement, même un an après, qui fait que tout d'un coup, le biofilm va se détacher et hop, on a une grande contamination. Dans les aliments, il peut y arriver des choses comme ça, avoir des grandes contaminations qui sont dues à un biofilm qui a été nettoyé, mais peut-être pas entièrement, et voilà. Bon, alors, maintenant, je vous ai dit, les bactéries, elles se parlent, elles communiquent entre elles. Alors, il y a quelques travaux qui montrent qu'il peut y avoir des petits tubes entre les bactéries. Bon, ça, c'est des travaux qui ne sont peut-être pas encore complètement assez robustes pour qu'on insiste là-dessus, mais surtout, les bactéries, elles s'envoient des signaux chimiques. Elles produisent des petites molécules chimiques qu'elles envoient à leurs petites sœurs, à leurs petites cousines, etc. Alors, on va prendre l'exemple de celle-ci. Elle envoie un signal qui est cette petite bille orange. Eh bien, sa petite sœur, elle est capable de reconnaître la petite bille orange, parce que la petite bille orange est capable de rentrer, de se coller contre un composant qui va dire, bon, bah, je vais activer un certain nombre d'événements dans la bactérie. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Ça peut se passer autrement, c'est qu'un composé vert est produit, et puis le composé vert interagit avec quelque chose qui est sur la surface, et là aussi, on va avoir des événements. Alors, vous allez dire, bon, bah, c'est bien,
elles reçoivent des signaux. À quoi bon recevoir des signaux, quoi? Vous avez un signal, à quoi bon recevoir un signal? Eh bien, recevoir un signal, ça peut vouloir dire, je suis là, je vais faire ça, est-ce que toi, tu vas faire la même chose? Et finalement, ça va faire que les bactéries, elles peuvent éventuellement agir en groupe. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans un endroit donné, il y a une bactérie qui envoie un signal à celle-ci, à celle-ci, à celle-ci, et tout d'un coup, elles vont pouvoir agir en groupe. Alors, je vais vous donner un exemple de bactéries qui agissent en groupe pour faire quelque chose. Et il existe des bactéries qui font de la lumière. D'accord? Si elles sont toutes seules, elles ne font pas de lumière. Mais si elles sont en groupe, elles font de la lumière. C'est une histoire que j'adore. C'est l'histoire, en fait, d'une bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri. Et c'est l'histoire de cette bactérie qui vit dans un calamar. D'accord? Alors vous me suivez, nous partons en Californie. D'accord? Nous parlons en Californie et vous êtes un calamar. Vous êtes un calamar, donc pendant la journée, vous êtes dans le sable. Le calamar est dans le sable. Et la nuit, il se réveille et il va chasser. Il va chasser des crevettes. Donc il va chasser des crevettes, mais la nuit, il y a aussi des chasseurs de calamars. Donc le pauvre calamar, il y a des prédateurs qui veulent venir le chercher. Et en fait, la lune éclaire le calamar fait une ombre portée qui fait que le prédateur il repère le calamar très facilement. Sauf si le calamar a une poche dans laquelle il y a des bactéries qui font de la lumière. Donc si vous êtes un calamar avec une poche dans laquelle il y a des bactéries qui font de la lumière, il n'y aura pas d'ombre portée. Et le calamar peut aller manger ses crevettes comme il veut. Bon, c'est exactement ce qui se passe, qui a été l'objet de travaux par Bonnie Bassler et d'autres gens. Donc vous avez ici des bactéries qui font de la lumière, et voilà le fameux calamar qui est à l'étude dans ce laboratoire. Donc une façon de représenter les choses a été faite par Fabrice Hibert, avec qui j'ai écrit un livre. Donc vous voyez ici, vous avez le calamar qui a une ombre portée, et s'il y a dans sa poche à l'intérieur, là ici, les bactéries éclairent, il n'y a pas d'ombre portée. Donc ça, c'est un exemple de symbiose, puisque vous avez le calamar qui vit avec ses Vibrio fischeri, hein, et puis ces Vibrio fischeri, ils y trouvent leur avantage d'être là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils y trouvent leur avantage. Alors vous allez dire, mais alors les bactéries se multiplient, et puis le calamar va exploser. Eh bien non, la nature est très bien faite. Quand le calamar n'a plus faim, il expulse toutes les bactéries qui s'en vont dans la mer, donc il est vide de ces bactéries et il repart dans le sable dormir pendant toute la journée. Et pendant toute la journée, les bactéries vont se multiplier et il sera prêt à repartir à la chasse au bout de la journée qu'il aura passée dans le sable. Donc voilà un exemple, et j'insiste sur le mot symbiose, c'est la première fois que je l'utilise. Vous avez la symbiose entre le calamar et une bactérie qui lui fait de la lumière. Et j'arrive maintenant à d'autres types de symbiose qui sont les fameux microbiotes. Donc, je vous ai parlé des biofilms, d'accord? Les biofilms, ils peuvent être avec une seule bactérie, mais vous pouvez avoir des biofilms où il y a des bactéries, des amibes, enfin tout ce petit monde vit ensemble. Et puis, ces biofilms, ils collent ou ils collent plus ou moins. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle les microbiotes, les assemblées de microbes. Donc, vous avez entendu parler du microbiote intestinal. Vous avez sans doute lu ce livre qui est paru il y a quelques années et qui est extrêmement bien documenté et qui met vraiment l'accent sur le fait que nous vivons avec des tas de micro-organismes dans notre intestin. Alors, je voudrais en commenter un peu. Parlons du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, ce n'est pas une découverte récente. On sait depuis des années que ce qui se passe dans l'intestin, c'est la fin de la digestion des aliments. C'est évident. Vous mangez, les aliments sont moulus, ils arrivent jusqu'à l'intestin, et l'intestin termine la digestion pour que votre organisme soit nourri. Mais maintenant, on sait aussi que tous les micro-organismes qui sont donc là jouent un rôle en produisant par exemple des vitamines que vous ne savez pas faire. Les microbes qui sont là savent les faire et vous les donnent.
On sait que le microbiote participe au développement du système immunitaire. Ça stimule le système immunitaire à bas bruit. Alors vous allez dire comment vous le savez? Je vais vous donner un exemple. Pas des hommes, mais des souris, par exemple. Des souris qui n'ont pas de microbiote, d'accord, il n'y a aucune bactérie, on s'est arrangé pour faire qu'il n'y ait aucune bactérie là-dedans, eh bien elles sont très très sensibles à toutes les infections parce que elles n'ont pas eu leur système immunitaire qui était stimulé. Donc vraiment, on sait que le microbiote participe au développement du système immunitaire. Il protège contre les agents pathogènes. Par exemple, le mucus protège. Si vous avez du mucus sur la paroi intestinale, les virus qui vont arriver, les bactéries qui sont mauvaises qui vont arriver, elles ne vont pas pouvoir rentrer. Ou alors, il y a une sécrétion de peptides antimicrobiens. Et on sait aussi que les bactéries de l'intestin communiquent avec le cerveau et éventuellement affectent le comportement. Je vais y revenir. Donc j'ai parlé de microbiote intestinal. Alors souvent les gens maintenant disent mon microbiote, mon microbiote. Mon microbiote, ça ne veut rien dire. Mon microbiote, il faut dire le microbiote intestinal parce qu'il y a un microbiote sur votre peau, dans votre cavité orobuccale, dans votre vagin. Il y a différents microbiotes. Donc, il faut savoir que notre corps abrite autant ou 10 fois plus de microbes qu'il n'a de cellules. Ça, c'est un chiffre qui est extrêmement important. On en a beaucoup, beaucoup de bactéries. Vous êtes tous arrivés ici avec énormément de microbes. Vous les avez tous amenés pour m'écouter. Il faut avoir cette idée-là, c'est qu'on se promène avec vraiment beaucoup, beaucoup de micro-organismes. Il y a 100 000 milliards de bactéries en tout dans votre corps, dont 10 dans votre intestin. Alors, la composition de ces microbiotes varie avec le site anatomique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des petites bactéries qui se divisent vite, il y en a qui se divisent moins vite, je vous l'ai dit, il y a des tas de sortes de bactéries. Eh bien, ce n'est pas les mêmes dans votre crâne que sur votre peau, que dans votre estomac. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité et de variété. En plus, la composition des microbiotes intestinaux, elle n'est pas la même chez vous, etc. Ça varie selon les individus et ça varie selon l'origine géographique. Ça veut dire quoi l'origine géographique? Ça veut dire selon le mode alimentaire, le mode de vie, etc., l'environnement. C'est très très important à réaliser que les microbiotes varient énormément. Et un autre facteur, c'est l'âge, c'est-à-dire que le microbiote, il varie au cours de l'âge. Vous acquérez votre microbiote disons, on va dire dans les 3 à 5 premières années. Et puis, il va s'enrichir, se stabiliser, mais des médicaments, des antibiotiques et tout ça peuvent éventuellement l'affecter. Et puis, au moment de la vieillesse, le microbiote s'appauvrit. Il y a une diversité qui est beaucoup plus faible et c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à l'alimentation, aux médicaments qu'on a pris, aux antibiotiques, éventuellement à des grossesses. Donc, autre commentaire, la composition varie énormément avec l'alimentation. Bon, ça tombe sous le sens pour ceux qui travaillent sur les microbiotes, mais quand même, quand vous mangez un beefsteak, vous n'avez peut-être pas réalisé que vous étiez en train de nourrir toutes vos bactéries. Vous vous nourrissez vous, mais vous nourrissez aussi les bactéries. Donc, il faut avoir en tête qu'une alimentation variée va donner à manger à toutes les bactéries qui sont là. Et donc, vous allez entretenir votre biodiversité si vous avez une alimentation qui est très diversifiée. Donc là, je montre cette diapo, il n'y a que ça à regarder. C'est que si vous avez un régime qui est riche en fibres, vous allez produire beaucoup de ce mucus qui protège contre les bactéries. Donc vous avez une barrière contre, par exemple, un microbe qui arriverait sur les cellules de l'intestin. Mais si vous n'en mangez pas de fibres, le mucus, il y en aura moins, et puis les bactéries peuvent arriver assez facilement à traverser la barrière intestinale. Donc l'alimentation est clé pour conserver la diversité de votre microbiote, qui a une très forte tendance, avec l'âge, à diminuer. Autre cas, les gens minces ont un microbiote qui est plus diversifié que celui des obèses.
Ça, on a fait des expériences, on prend le microbiote de gens minces, on les met chez des souris qui germent free, on prend les microbiotes des gens obèses, on les met aussi pareil. Alors, attention, hein, attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire que je ne vous ai pas dit que c'est... Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que le microbiote des gens obèses, il est peut-être moins diversifiés parce qu'ils sont obèses, mais peut-être aussi que c'était des composants génétiques qui faisaient que il y a eu cette conséquence qui fait que le microbiote est moins diversifié. Donc à l'heure actuelle, ce sont des observations qu'on essaie de comprendre. Mais on peut aussi se rendre compte que s'il y a une moins grande diversité, il y a une tendance à l'obésité et on peut éventuellement lutter contre ça avec l'alimentation, etc. Alors, pour conclure un petit peu sur ce que je viens de dire, la diversité, la richesse du microbiote est quand même un signe de bonne santé. C'est un signe de bonne santé. C'est clair qu'il s'établit avant l'âge de 5 ans. L'accouchement par voie basse met en place un microbiote plus rapidement qu'une césarienne. Ça, on le sait, c'est démontré. La diversité, la richesse diminue avec l'âge. Nous, personnes âgées, nous avons un microbiote, je dis ça parce que j'ai l'impression que la moyenne d'âge, c'est plus proche de la mienne que des enfants. La diversité diminue avec l'âge, et donc il faut faire très attention à notre alimentation pour pouvoir agir sur la diversité et la richesse. Ensuite, les antibiotiques. Alors, les antibiotiques, la définition d'un antibiotique, c'est pour taper sur une bactérie et l'éliminer. Bon, quand vous prenez un antibiotique contre une angine, par exemple, bon, vous allez taper sur les méchants streptocoques qui sont dans votre gorge, mais il y a une partie des antibiotiques qui va arriver ici et qui va donc tuer une partie de votre microbiote intestinal. Donc, on sait maintenant qu'il faut faire extrêmement attention pour d'autres réseaux antibiotiques, et je vais y revenir, mais en tout cas, la diversité et la richesse, elle est très affectée par les antibiotiques. Alors, chez les enfants, et ça a été démontré, chez les enfants, les antibiotiques perturbent durablement la composition du microbiote, et des études faites aux États-Unis ont montré que des enfants qui ont pris des antibiotiques à répétition sont des candidats à l'obésité parce qu'il y avait un microbiote qui n'était pas ce qu'il fallait, quoi, on va dire. Et Martin Blaser a écrit un livre où vraiment il a dit qu'il manque des microbes, et il manque des microbes pour que la diversité de ce microbiote empêche l'apparition d'obésité. Bon, tout ça, ce sont des notions qu'il faut manipuler avec soin. Hein. Je ne prenez pas pour des dogmes, mais c'est pour vous montrer vers où les études vont à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a les antibiotiques, mais aussi une réduction de l'exposition aux microbes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypothèse hygiénique, qui ont entraîné l'apparition de maladies chroniques, telles que le diabète, l'asthme, les maladies inflammatoires chroniques, et les allergies, voire l'autisme. Donc là, vous avez Brett Fieldy qui a écrit un bouquin en disant « Laissez-les manger de la saleté ». On le sait, dans les années jusqu'au dans 2000, c'est un papier publié par Jean-François Bach, il y a beaucoup de maladies infectieuses qui ont diminué, et en parallèle, beaucoup de maladies inflammatoires qui ont augmenté. On voit la maladie de Crohn qui a augmenté, l'asthme qui a augmenté. Donc, c'était pour faire un commentaire sur le fait que c'est bien d'être dans une atmosphère stérile, mais ça empêche que le système immunitaire soit stimulé. Alors, j'ai parlé des antibiotiques qui affectaient votre microbiote. D'accord ? Vous tuez vos bactéries de votre gorge et vous tuez aussi une partie de celles qui sont dans votre intestin. Mais, et ça, ce sont des études qui ont été faites par le groupe de Nasso Stipas à l'EMBL, justement, où il s'est demandé est-ce que des médicaments que vous prenez, par exemple, contre la tension, contre le cholestérol, contre ceci, contre cela, est-ce que ces médicaments-là affectent le microbiote intestinal ? Donc, il a été prendre 1000 médicaments qui étaient approuvés par la FDA, qui servent pour différentes maladies. Il a regardé si un certain nombre de bactéries étaient affectées par ces médicaments. Je ne vais pas vous parler de tout ce papier, mais la réponse est oui, très clairement.
Donc, il faut se rendre compte que quand on prend des médicaments contre autre chose que des bactéries, on a des médicaments qui vont affecter votre flore intestinale. D'ailleurs, vous le savez, quelquefois, vous en avez qui vous donnent mal à l'estomac, qui vous donnent mal quelque part. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait étudiées à l'heure actuelle. Et il est même en train d'étudier la question suivante. Si on a des bactéries qui deviennent résistantes, enfin qui sont affectées par ces médicaments-là, est-ce qu'elles vont être affectées contre des antibiotiques? Donc maintenant, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on croyait, eh bien, il y a des médicaments qui peuvent avoir des effets antibactériens parmi d'autres médicaments. Alors, l'impact du microbiote, il a aussi été étudié par le groupe de Laurence Wittevogel à l'hôpital Gustave-Roussy, et elle a pu montrer que le microbiote intestinal, là c'était le microbiote intestinal, influait sur l'efficacité de l'immunothérapie des cancers. Donc on se rend compte aussi que si vous voulez, si vous absorbez des médicaments, ils sont plus ou moins bien métabolisés par ce qui est dans votre intestin, et du coup, disons, le devenir d'une immunothérapie est affecté. Donc là, je suis en train de vous mettre au cœur du microbiote intestinal et de vous dire qu'il régule beaucoup, beaucoup de choses. Et il régule aussi votre cerveau. Donc ça, vous l'avez vu, votre deuxième cerveau, bien sûr, vous n'avez pas un deuxième cerveau à l'intérieur de votre ventre, mais on le sait, parce que ça a été bien démontré maintenant, qu'il se passe des tas de choses au niveau de l'intestin et qui affectent le cerveau. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que, par exemple, une bactérie stimule la production d'un composant qui peut migrer jusqu'au cerveau, soit par voie sanguine, soit par voie autre que la voie sanguine, voie nerveuse, et que le cerveau devienne stimulé. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un deuxième cerveau. Vous pouvez très bien avoir des composants qui font que vous n'êtes pas bien, vous avez mangé je ne sais quoi, les bactéries ont métabolisé ce composant ou ont stimulé des choses sur les cellules épithéliales de l'intestin et hop, ça migre jusqu'au cerveau et le cerveau répond par une certaine lassitude ou une certaine excitation. Moi, je pense que d'ici 10 ans, on saura que si on mange ceci avec cela, on est de bon poil, ou si on mange autre chose, on est un peu tristoudé. Donc, je pense que quand on parle de deuxième cerveau, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire qu'il y a un effet des bactéries, des micro-organismes qui sont dans notre intestin. Je dis les bactéries parce qu'elles sont en grande quantité, mais il y a aussi des amibes, des virus, etc. Et donc, cela, ils jouent un très grand rôle. Alors, on a parlé des microbiotes humains. Je ne parle pas des animaux parce que c'est exactement pareil. Les animaux, ils ont des bactéries dans leur bouche, ils en ont dans leur intestin, ils en ont sur leur peau, etc. Mais les gens sont un peu moins conscients qu'il y a des microbiotes dans l'environnement, par exemple dans les plantes. Donc dans les plantes, il y a des microbes sur leurs feuilles, mais il y en a dans les racines. Bon, ça c'est un dessin de Fabrice Hibert où il montre des bouches là, ici, sur les racines, mais il faut bien avoir à l'esprit que les racines des plantes, c'est quand même l'organe qui fait qu'elles vont se nourrir. Les micro-organismes pathogènes arrivent au niveau des plantes très facilement, mais il y a tout des microbiotes il y a tout un microbiote qui est en train de protéger les plantes et qui favorise aussi la croissance de la plante. Vous avez tous fait l'expérience de planter quelque chose à un bout de votre jardin, ça a poussé mal, vous allez le mettre ailleurs, il pousse mieux. Raison. Une des raisons, c'est qu'il peut y avoir des bactéries du sol qui viennent se coller sur les racines de vos plantes et qui vont les aider à absorber des composants qui font que la plante pousse mieux. Donc là, on a un rôle des bactéries du sol sur le microbiote racinaire et qui fait qu'on a des plantes qui poussent mieux. En tout cas, sachez donc qu'on parle du microbiote intestinal, mais on parle des autres microbiotes et on parle aussi des microbiotes qui sont ailleurs, qui sont donc dans l'environnement, sur les plantes, etc. Et on parle du microbiote des océans. Là, j'ai mis 2 bateaux parce que ça fait joli, mais Greg Venter est allé dans la mer des Sargasses et il a ramassé des tas de choses pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et vous avez peut-être entendu parler de l'expédition menée par Eric Carcenti avec la goélette à océan,
où il est allé ramasser dans les océans des tas de micro-organismes pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans les océans, puisque l'océan, c'est quand même l'endroit où il y a beaucoup de production d'oxygène, je vais y revenir. Donc, il y a un microbiote dans les océans, des microbiotes. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de la deuxième partie et je voudrais vous parler maintenant d'autre chose, de microbes et d'alimentation. Donc vous vous souvenez, hein, première partie, les trois grandes catégories, les virus à part. Deuxième partie, j'ai commencé par des biofilms et puis des microbiotes, et maintenant il y a des microbiotes partout. Et vous êtes rendu compte, parce que ça c'était le titre de la conférence, que toutes ces bactéries, vous en avez besoin. C'est hyper important, et ce n'est pas du tout des pathogènes, vous en avez besoin, il faut les conserver bien en bon équilibre. Donc, depuis toujours, on le sait, on peut, à partir du lait, fabriquer des tas de choses. Bon, là, je vous ai mis des yaourts, mais parce que quand vous mangez un yaourt, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en train de manger des bactéries vivantes. Hein. Vous avez donc Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bifidus ou Bulgaricus. Je ne fais pas de la pub pour Monoprix, mais sachez que vous mangez des bactéries vivantes. Vous prenez des yaourts liquides, etc., vous mangez des bactéries vivantes et elles sont bonnes pour la santé. Bon, vous savez qu'avec la levure, vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire du vin, vous pouvez faire de la bière. Donc, l'homme, depuis toujours, depuis la nuit des temps, a exploité donc, les micro-organismes pour son alimentation. Alors, je vous ai parlé donc des sucres qui sont dans le lait, par exemple, mais en plus du lactose, qui est un sucre, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. Eh bien, durant la fermentation du lait, que ce soit du lait de vache ou de chèvre, qui se fait naturellement, l'acide lactique qui est formé à partir du lactose acidifie le lait. Ça, c'est intéressant à avoir à l'esprit, c'est que le fait qu'on ait l'acidification qui se fait, le lait tourne, vous avez déjà vu du lait qui tourne, et on a alors du lait caillé. Et si on laisse les deux phases se séparer, on obtient donc le petit lait, la faisselle, qui peut être traité par addition soit de pénicillium roqueforti pour faire du roquefort, pénicillium comme Humberti ou pour produire toutes sortes d'autres de fromages. Donc les fromages aussi, c'est fait avec des microbes. Donc nous vivons avec tous les microbes. Alors j'arrive maintenant à pasteurisation, stérilisation, parce que quand même, j'ai une petite étiquette Pasteur là autour de moi, et je voudrais quand même insister sur le fait que la pasteurisation, ce n'est pas la stérilisation. Pasteurisation, vous traitez en général à 71 degrés 15 secondes, ça c'est pour le lait en général. La stérilisation un peu à plus haute température. Vous savez très bien que le lait cru, c'est bien différent du lait pasteurisé ou stérilisé. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu un certain nombre de bactéries et là on n'a plus rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de pasteurisation, pas parce que Pasteur s'occupait du lait. C'est absolument pas ça. Il s'occupait du vin. Et il a été appelé par les viticulteurs parce que leur vin était mauvais. Et il a trouvé un moyen de rendre le vin bon à l'époque en chauffant son lait. Et en chauffant le vin qui était en train de se faire. Et donc, il a tué les bactéries qui produisaient de l'acide, etc. Donc, retenez que le mot pasteurisation, donc ça vient de Pasteur bien sûr, mais Pasteur ne l'a pas inventé avec du lait. Il l'a inventé quand il était en train d'essayer de s'occuper des maladies du vin. Voilà, donc j'en passe maintenant microbes et environnement. Microbes et environnement. Les bactéries sont apparues il y a 3,4 milliards d'années. Ne me demandez pas comment on connaît ça, parce que je ne sais pas très bien moi-même, mais en tout cas, c'est clair que dans les gens qui ont fait de l'évolution, c'est très clair que les bactéries sont les premiers organismes vivants qui sont arrivés sur Terre. Alors, elles étaient anaérobies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles vivaient sans oxygène. D'accord ? Elles étaient anaérobies, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Jusqu'au jour où des bactéries capables d'utiliser la lumière du soleil, d'absorber du CO2, du gaz carbonique, et de produire de l'oxygène sont apparues. Et ce sont les cyanobactéries. Donc ces petites cyanobactéries sont apparues et elles se sont comportées de façon complètement différente des autres, des anaérobies qui étaient avant. Donc elles ont commencé à pouvoir utiliser donc la lumière du soleil pour se faire
pour se faire de la biomasse, pour faire des sucres, si vous voulez, pour se multiplier. Et là, la concentration en oxygène sur Terre a commencé à augmenter, augmenter, augmenter. Et ça a été un grand pas dans l'évolution, parce que la couche d'ozone, à cause de l'augmentation d'oxygène, la couche d'ozone a augmenté et a protégé du rayon du soleil beaucoup d'organismes qui sont apparus. Donc il y a eu beaucoup de bactéries aérobiques qui sont apparues et d'autres espèces. Bon, entre parenthèses, c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas en parler, mais pour ceux qui savent, il y a des espèces qui ont des cellules qui ont avalé des cyanobactéries et ça a été l'apparition des algues et des plantes. Les plantes ont des chloroplastes. Les chloroplastes, c'est un tout petit peu comme des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse et de produire de l'oxygène. Je reviens aux microbes des océans parce qu'en fait, il faut quand même bien avoir à l'esprit que dans l'océan, on a des organismes unicellulaires, qui est donc l'objet de cette conférence. On a des bactéries, on a des microalgues, on a des autres protistes, des eucaryotes unicellulaires. Donc on a deux sortes de plancton, on a le phytoplancton et le zooplancton. Le zooplancton qui se nourrit de phytoplancton. Donc on a des tas de petits organismes qui sont là, et la grande chose qu'ils font, c'est vraiment d'absorber du CO2 et de faire de l'oxygène. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la mer, il y a des tas de virus, de bactéries. J'ai entendu une conférence cette semaine où on disait qu'il y a des virus de bactéries, c'est-à-dire des bactériophages, qui tuent 45% des bactéries par jour. Donc on a un renouvellement en permanence de toutes les bactéries qui sont dans l'océan. Donc il y a beaucoup de symbioses. Vous vous souvenez ce que sont les symbioses? Je vis avec le petit calamar qui vivait avec Vibrio fischeri qui faisait de la lumière. Il y a beaucoup de symbioses et il y en a une sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est les symbioses des coraux. Vous avez entendu parler du blanchiment des coraux. Pourquoi les coraux blanchissent avec le réchauffement climatique? Eh bien, c'est que dans cet animal, puisque les coraux ce sont des animaux, dans cet animal, il existe une microalgue qu'on appelle une zooxanthelle. Et elle est nécessaire à la santé des coraux. C'est une symbiose obligatoire. Vous avez les coraux qui vivent avec la... C'est une symbiose obligatoire, c'est-à-dire que la zooxanthelle lui donne des trucs dont elle a besoin, et puis vice-versa. Eh bien, avec le réchauffement climatique, il y a un blanchissement des coraux parce que la zooxanthelle ne supporte pas le réchauffement climatique, elle s'en va ailleurs. Et donc, à l'heure actuelle, on essaie de faire des zooxanthelles qui supportent le réchauffement climatique, ou on essaie de mettre d'autres bactéries pour que les coraux puissent survivre. Donc ça, c'est encore l'intervention d'un micro-organisme dans une symbiose qui est absolument nécessaire, là, à l'équilibre de l'environnement, puisque, bon, les coraux, c'est beau, mais c'est pas que ça. Ça protège les côtes, c'est l'endroit où il y a beaucoup de biodiversité, etc. Alors, je n'ai pas parlé des sols. Je crois que c'est important de parler des sols. J'en ai parlé un tout petit peu avec les plantes, mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que dans les sols, vous avez beaucoup de micro-organismes qui peuvent éventuellement résulter de la présence de micro-organismes qui profitent de feuilles mortes pour produire des composants, etc. Et puis, je voudrais aussi parler, parce que je suis sûre qu'ici, il y a beaucoup de gens qui font du compost. Donc, le compost, c'est quoi? C'est la putréfaction de choses qui sont à la surface et qui vont permettre le recyclage de tous les composés dans la nature. Donc là encore, les microbes sont extrêmement importants dans les sols. Il faut garder un nombre de microbes maximal. Et là, je ne vais pas faire de commentaires sur les pesticides, etc. Mais je crois que c'est vraiment important de conserver des sols qui soient très riches en micro-organismes pour l'équilibre de toute la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, finalement? Dans l'environnement, c'est la lutte pour la vie. Vous avez des tas de micro-organismes qui sont là et qui veulent se faire leur place au soleil, si on peut dire. Et là, vous allez voir, je vais animer ce film. Vous avez un film qui vous montre une amibe qui mange une bactérie. Et il faut s'imaginer que dans les océans, dans votre microbiote intestinal, dans la terre, c'est la lutte pour la vie. J'ai besoin de me nourrir, je vais manger, etc.
Et donc, il y a des tas de choses qui agissent les unes contre les autres. Je vous ai parlé de virus qui, dans l'océan, renouvellent les bactéries à 50% tous les jours. Là, vous allez voir une amibe qui va nettoyer le paysage. Regardez, on va manger toutes les bactéries qui sont là et on va nettoyer. Donc ça, c'est une bactérie qui s'appelle Dictyostelium discoidum. Et les bactéries, ce sont des Bacillus subtilis. Et vous avez les bactéries qui vont être mangées par toutes ces amibes. Et bien imaginez, il peut se passer des choses comme ça chez vous, il peut se passer des choses comme ça dans la terre, etc. Vous voyez, la place est propre. Hein, et ça, ce sont des amibes qui mangent tout. Voilà. Alors, une autre façon de tuer les voisins, eh bien, ce sont les antibiotiques. Parce que finalement, les antibiotiques, c'est quoi? Ce sont des composants qui sont faits par des micro-organismes. Vous avez ici pénicillium, qui est donc le composant, le pénicillium, est capable de produire la pénicilline qui empêche le staphylocoque qui a été étalé sur de la gélose ici, qui empêche le staphylocoque de pousser. Donc dans la vraie vie, là où il y a des staphylocoques, là où il y a des pénicilliums, eh bien pénicillium va se faire sa place au soleil et va empêcher les staphylocoques de pousser. Donc ça, ce sont les antibiotiques. Voilà. Bon, je crois que j'arrive à la partie 5 de mon exposé. Bien sûr, j'ai l'impression de survoler tout, mais bon, je ne peux pas tout vous raconter. Mais quand même, il y en a qui sont vraiment méchants dans les bactéries. Il y a quand même des bactéries qui vous donnent la tuberculose, qui vous donnent le choléra, on a parlé, qui vous donnent des angines, qui vous donnent des infections alimentaires, etc., etc. Alors, il a fallu que je fasse un choix dans ce que je vais vous raconter. Et bien sûr, le choix s'est porté sur la bactérie sur laquelle j'ai le plus travaillé. Mais sachez que les maladies, elles peuvent être dues à des bactéries, elles peuvent être dues à des levures, à des champignons, à des protozoaires. Vous vous souvenez, je vous ai montré Plasmodium falciparum qui donne la malaria. Et elles peuvent être dues à des virus. Donc, je ne vais pas vous parler de virus, je vous dis, je vais me focaliser simplement sur une bactérie qui est celle sur laquelle j'ai travaillé. Mais avant ça, j'ai le commentaire qui est le suivant. Pourquoi il y a des microbes qui sont pathogènes et d'autres qui ne le sont pas? Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas méchants, ils sont gentils, on les appelle commensaux. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez une bactérie qui produit une toxine qui va faire une maladie, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Moi, je vais vous répondre, il y a d'autres raisons. D'abord, ça, Claude Bernard était bien placé pour le dire, quand vous avez une maladie, il y a le micro-organisme, il y a le microbe, mais il y a l'hôte. Donc, n'oubliez pas que c'est très très important. Si vous êtes en bonne santé, vous êtes quand même moins susceptible que quelqu'un qui est moins en bonne santé. Et puis, il y a donc le micro-organisme. Bon, ça, c'est le schéma le plus simple le plus simple possible. C'est une bactérie qui produit une toxine, et la toxine est horrible, et c'est elle qui fait tout le boulot. Par exemple, la diphtérie. La diphtérie, il y a une toxine qui s'appelle la toxine diphtérique, et celle-là, elle est pratiquement responsable de toute la maladie. Presque. Vous avez une maladie comme le choléra, vous avez une toxine qui s'appelle la toxine cholérique, elle fait presque toute la maladie. Mais en général, les maladies, elles sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de facteurs pour que la maladie, elle puisse s'installer. Non seulement il faut la toxine, mais il va falloir, par exemple, des petits pili pour que la bactérie colle sur votre cellule d'intestin ou pour que la bactérie adhère sur votre gorge. Il faut des tas de choses. Donc retenez que pour qu'il y ait une maladie, il n'y a pas un facteur. Il y a l'hôte qui est très important, l'organisme, et puis il y a le micro-organisme, mais en général, il a plusieurs cordes à son arc, et c'est assez compliqué de disséquer tous les mécanismes qui sont en route. Donc, moi, j'ai travaillé sur une bactérie qui s'appelle Listeria. Alors, Listeria, c'est une bactérie de l'environnement qui peut contaminer des aliments. Donc, on la trouve dans la nature, et puis, comme elle contamine les aliments, elle peut contaminer, par exemple, du fromage, des produits de charcuterie, etc. Elle a plusieurs propriétés. L'une d'elles, c'est par exemple que cette bactérie, contrairement à beaucoup d'autres bactéries, elle peut pousser à basse température. Donc, si vous mettez quelque chose au frigidaire
et qu'il y avait par hasard une listeria qui était là, l'hystéria, elle est tout à fait capable de se multiplier, et c'est pour ça qu'on appelle l'hystéria la bactérie des frigidaires, parce que c'est pas parce que vous l'aurez mis au frigidaire que vous allez arrêter la multiplication de cette bactérie. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres bactéries. Si vous prenez un staphylocoque, par exemple, que vous mettez au frigidaire, ben c'est tout, il est calmé, il dort. Vous voyez, donc il faut bien réaliser que cette bactérie, elle a des propriétés qui n'ont rien à voir avec le fait qu'elle soit pathogène, mais qui sont quand même une propriété qui fait qu'elle va pouvoir produire une maladie. Donc, je résume ce qu'elle fait. C'est un schéma un petit peu compliqué, mais je vais vous mener à travers et vous allez tout de suite comprendre. Donc, l'hystéria, elle est dans un fromage contaminé. Elle arrive dans l'intestin. Alors, l'intestin, c'est un tuyau, d'accord? Donc, ce tuyau, normalement, les bactéries elles restent à l'intérieur. Mais elles peuvent traverser la barrière intestinale. C'est ça, la barrière intestinale. Vous crevez le tube. Donc, elle passe à travers l'intestin et elle peut arriver par le sang, soit au foie, à la rate, et elle continue son chemin. Elle peut arriver au cerveau et au placenta. Donc, c'est une maladie, c'est une bactérie. Si elle se met en place, elle est terrible. C'est rare qu'elle fasse ça, mais si elle le fait, chez une femme enceinte, elle peut arriver au fœtus, elle peut provoquer des avortements, des accouchements prématurés, et chez des personnes immunodéprimées, elle peut provoquer des méningites, etc. Donc disons, c'est une sale maladie, ou un médecin dirait c'est une belle maladie. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est intéressante parce qu'elle peut provoquer des gastroentérites, des méningites et puis des infections au niveau du fœtus. Alors, au niveau cellulaire, c'est-à-dire quand elle arrive par exemple à cet endroit-là, ou quand elle arrive à cet endroit-là, elle rentre dans les cellules, vous voyez, elle rentre. Et puis après, elle est capable de sortir de l'espèce de poche qu'elle a formée, et puis elle va se promener, et puis elle passe d'une cellule à l'autre. Et ça, c'est des photos qui ont été prises dans mon laboratoire par une stagiaire postdoctorale, Christine Cox. Et donc, vous voyez, de proche en proche, cette bactérie est capable de se disséminer. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose, mais simplement vous dire que ce n'est pas une toxine qui a fait que l'hystéria produit la maladie. Il y a la maladie parce que vous êtes quelqu'un qui est soit enceinte, soit un système immunitaire qui ne marche pas, que du coup la bactérie traverse l'intestin, qu'elle est capable de faire des tas de choses. Vous voyez, donc c'est multifactoriel. Bon, nous on s'est intéressé à plusieurs aspects. Donc vous voyez, c'est une bactérie qui bouge là à l'intérieur des cellules. Vous mangez un morceau de fromage contaminé, vous allez retrouver avec des cellules dans lesquelles il se passe des choses. Bon, elle peut rentrer dans les cellules. Vous voyez ici les bactéries qui rentrent dans la cellule, là, vous voyez. Elle peut se promener dans des milieux qu'on fabrique. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et je dois dire que travailler sur le fait que cette bactérie bouge a permis de comprendre comment d'autres choses bougent. Et d'autres choses, c'est des cellules de votre corps. Par exemple, quand vous avez une infection, par exemple, vous êtes blessé, d'accord ? Vous êtes blessé et vous sentez que ça va devenir chaud. Il y a une sorte d'inflammation qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette inflammation ? Eh bien, vous avez par exemple des neutrophiles, des macrophages qui arrivent là pour essayer de vous débarrasser de l'inflammation. Et qu'est-ce que c'est l'inflammation ? Ben voilà, vous avez des cellules qui arrivent et qui essaient d'aller poursuivre des bactéries qui seraient là. Donc vous voyez les bactéries qui sont là, vous avez cette cellule qui veut essayer de tuer cette bactérie qui la poursuit. Donc vous voyez, bon, je le montre le film parce qu'il est drôle. Hein, vous voyez, la bactérie, la bactérie, elle va y passer, c'est sûr. Hein, elle va, hop, ça y est. Voilà. Bon. Eh bien, quand on a commencé à travailler sur l'hystéria, ça c'était très connu. Et on savait que ce qui se passait au front de la cellule en mouvement, c'était de la polymérisation d'un composant qu'on appelle l'actine. Et en fait, en découvrant ce qu'on a appris ici, on a découvert un petit peu ce qui se passe ici. Il y a des phénomènes un peu parallèles. Donc, tout ça pour vous dire qu'en étudiant les microbes, on peut aussi étudier les cellules des organismes supérieurs. Bon, donc voilà, l'infection par l'hystéria, je ne vais pas vous en dire plus, mais si je vous parlais par exemple de l'infection par légionnaise dans vos poumons, c'est aussi compliqué que l'infection par l'hystéria. Alors le grand changement qui est en train de se produire à l'heure actuelle dans les laboratoires, c'est qu'avant, on étudiait les infections avec une seule bactérie et on ne tenait pas compte des microbiotes.
mais maintenant on est obligé d'en tenir compte. Est-ce que, s'il y a une autre bactérie qui est là, est-ce que l'hystéria va être capable de faire son infection, etc. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Alors, j'ai parlé des maladies des hommes. Évidemment, il y a des maladies ailleurs. Il y a des maladies des plantes. Vous voyez ici différentes maladies que vous connaissez, le mildiou, la tavelure du pommier, etc., etc. Je reviens aux antibiotiques pour ma conclusion, parce que je pense que c'est vraiment le grand message qu'il faut avoir en tête. Les antibiotiques, je vous l'ai dit, ils sont produits par des micro-organismes. Ils ne tombent pas du ciel. Bon, il y a des nouveaux antibiotiques qui ont été faits de façon semi-synthétique, à partir de composés qui étaient produits par des microbes. Mais en général, les antibiotiques sont faits par des micro-organismes. Le drame, c'est que vous avez des bactéries qui sont devenues, vous le savez tous, résistantes. Bon, alors, là, vous avez ici un exemple de bactéries qui sont résistantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'exemple? Bon, vous avez ces petites pastilles. Vous voyez ces petites pastilles? Elles ont eu chacune un antibiotique différent. D'accord? Et là, sur cette boîte où on a mis de la gélose et où on a étalé une bactérie, on a étalé une bactérie et on se rend compte de quoi? On se rend compte que la bactérie qui est étalée ici, qui est un peu couleur vanille, là, cette bactérie, elle est complètement insensible à l'antibiotique qui est là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'ailleurs sur celui-là. Ici, en tout cas, complètement insensible à ça. Par contre, la bactérie est très sensible à ça. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une zone de lyse, ici, là aussi, là aussi. Bon, le drame, c'est que finalement, chaque fois qu'on a mis en route, qu'on a mis sur le marché un antibiotique, on a eu l'apparition de résistances très rapidement. En 1940, on a mis en route, on a utilisé chez les hommes la pénicilline et très rapidement, les premières résistances sont apparues. Après, on a mis en route la vancomycine, les résistances sont apparues, la méticilline, c'est pareil, etc., etc. Et maintenant, on a des bactéries qui sont multirésistantes, résistantes à différents antibiotiques. Donc, c'est vraiment le drame actuel. C'est vraiment le drame actuel. Les antibiotiques, il faut les garder pour quand on en a vraiment besoin. Alors, vous allez dire, pourquoi elles sont résistantes, ces bactéries? Elles sont résistantes parce qu'elles ont acquis des bouts de gènes, par exemple dans l'intestin ou dans la nature, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont résistantes. Donc, voilà une bactérie qui est résistante aux antibiotiques. L'antibiotique, il est bleu, là. Eh bien, vous pouvez, et ça c'est dans la plupart des cas, vous avez des bactéries qui sont résistantes parce qu'elles ont la capacité de cracher l'antibiotique. Elles ont une pompe. Donc, vous voyez, l'antibiotique arrive, mais sitôt qu'il arrive, hop, la bactérie le recrache. Bon, ça c'est un exemple de résistance. Vous pouvez avoir aussi l'antibiotique qui n'est pas capable de rentrer parce que la bactérie a modifié sa paroi. Donc la bactérie ne rentre pas. Ou on sait que l'antibiotique va normalement à cet endroit-là, eh bien la cible a été modifiée, l'antibiotique il y va, mais il n'y a plus de cible, donc il ne fait rien. Et encore une autre fois, vous pouvez avoir à l'intérieur de la bactérie une enzyme qui va modifier l'antibiotique et l'antibiotique ne fera rien. Donc il y a différents mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et le chiffre que je voudrais que vous ayez en tête, et c'est pour ça que j'ai voulu... Où est le monsieur là? Oui, je voulais avoir ma nouvelle version de ma présentation parce qu'il y a un papier qui est sorti l'année dernière et qui est extrêmement précis et les chiffres sont vraiment alarmants. En 2019, le nombre de morts dus à l'antibiorésistance a été, dans le monde, 1,2 million. C'est-à-dire plus que, et c'est clair que c'est à cause de l'antibiorésistance. C'est plus que le HIV, où on a eu 860 000 morts là, cette année-là, ou le palu, 640 000 morts. Donc vraiment, c'est dramatique. Les bactéries résistantes, en plus, ont été associées à 4,9 millions de morts. Associées, c'est-à-dire que ce n'était pas la cause majeure, mais disons que ça a été associé à la mort. En fait, il y a quelques années, on prédisait que pour 2050, il y aurait 10 millions de morts par an à cause de l'antibiorésistance. À l'heure actuelle, on pense que ça va être beaucoup plus. Donc vraiment, il faut tout faire pour garder les antibiotiques pour quand on en a besoin et de faire tout pour éviter l'augmentation de ces mécanismes de résistance. Bon, je vais passer là-dessus. Bon, je vais résumer tout ce que je vous ai dit parce que je crois que je suis restée dans les temps. J'ai partagé mon exposé en 5 parties.
une première partie pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un microbe. Et moi, j'aime mieux utiliser le mot micro-organisme quand je ne parle pas des virus. Donc, je vous ai dit, les virus, ils sont à part. Ils ne changent pas de forme, ils ne se multiplient pas sur une surface, etc. Ce ne sont pas des organismes vivants s'ils sont tout seuls. S'ils sont avec des cellules, c'est bon, ils peuvent se multiplier. Ensuite, je vous ai parlé de sociomicrobiologie. Dans la nature, on ne trouve pas des bactéries, des virus tout seuls. Tout le monde vit ensemble, c'est le grand monde invisible du vivant. J'ai essayé de vous montrer que ces bactéries communiquent entre elles et qu'il y a de la symbiose, etc. Et aussi, j'ai essayé de vous montrer que vous ne dites plus mon microbiote, dites mon microbiote intestinal si c'est celui-là dont vous parlez. Parce qu'il y a des microbiotes partout, hein, à différents endroits, et puis dans la terre, et puis sur les plantes, dans l'océan, etc. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de bonnes bactéries, puisque depuis toujours, on sait faire du pain, du vin, des yaourts, des fromages blancs, etc., avec des tas de bactéries. Ensuite, je vous ai parlé de microbes dans l'environnement, et je pense que c'est important de se rendre compte que les micro-organismes sont responsables de l'absorption du CO2 dans la surface des océans. Je ne l'ai pas assez dit, mais les plantes sont capables donc d'absorber le CO2 aussi et de produire de l'oxygène. Bon, j'ai un peu évoqué le réchauffement climatique avec le blanchissement des coraux, mais là je voulais l'évoquer pour vous montrer une symbiose qui était absolument indispensable à la santé des coraux et sensible à un phénomène actuel qui est le réchauffement climatique. Et enfin, j'ai parlé peu, parce que je n'avais pas trop envie d'en parler aujourd'hui, de micropathogènes et de santé, qu'il y a des pathogènes pour l'homme, les plantes, les animaux. Bon, et surtout, vous donner l'idée que une bactérie n'est pas pathogène parce qu'elle a une toxine. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour qu'il y ait une maladie. Et mon dernier message, c'était sur les antibiotiques, en disant que ce sont des outils extraordinaires et qu'il faut surtout protéger ce qu'on a pour les cas où on en a besoin et que sinon, bon, ben, on utilise autre chose, notamment notre petit système immunitaire, etc. Voilà, j'ai fini. Et puis, donc, je voudrais vous dire, si vous voulez en savoir plus, vous lisez ce livre-là ou la nouvelle microbiologie. Voilà, merci beaucoup.